Madame, Monsieur, bonsoir et merci de vous informer sur Gabon 24. Nous ouvrons ce journal par cette information. Le campement Kangaba est un centre de villégiature situé dans l'est de Bamako, au Mali. Fréquenté par des Maliens et des Occidentaux, ce centre de villégiature a été attaqué ce dimanche par des hommes armés aux alentours de 16 h, heure locale. Les membres de la force antiterroriste Forzat étaient aux côtés d'éléments de la MINUSMA, la mission des Nations Unies, mais également des militaires européens pour cette intervention. Selon le ministre malien de la Sécurité, une vingtaine d'otages a été libérée après l'assaut des forces spéciales maliennes vers 19 h, heure locale. Le dernier bilan est pour le moment de 2 morts, dont une franco-gabonaise. Nous reviendrons en détail sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. L'association Salon de la Femme a organisé une rencontre ce dimanche à son siège d'Akanda, des échanges qui tournaient autour de la reconnaissance de paternité. Uriel Abaga, Jospin Bomba Dionga nous en disent plus. Dans le cadre de la célébration de la fête des pères, l'association Salon de la Femme a réuni des dizaines de personnes au nord de Libreville ce dimanche. La reconnaissance de la paternité était à l'ordre du jour. Des explications ont été données par les organisateurs de l'événement sur les démarches légales pour reconnaître un enfant, à la satisfaction des participants. J'ai retenu que nous avons du mal au niveau des mairies, de véhiculer le message qu'il faut aux parents. Leur dire exactement ce qu'il faut, il faut noter, ce qu'il faut exactement, on va dire quoi, marqué dans les actes de naissance. Nous avons appris, selon les standards internationaux, que tous les enfants devaient être légalement reconnus, quelles que soient les circonstances, parce que ces enfants sont d'abord innocents. Et c'est au niveau du couple que l'entente devrait se faire. À la lumière de la loi en vigueur au Gabon, reconnaître un enfant ne suffit pas pour jouir de la paternité. Le fait d'inscrire son nom sur l'acte de naissance par un père non marié à la mère de l'enfant ne signifie pas qu'il l'a reconnu si la mention 5 n'a pas été remplie. La mention 5 où le père doit formellement reconnaître l'enfant comme étant le sien. Après avoir dépassé cette étape de la déclaration de père, parce après le passage du 5 aller auprès d'un huissier ou d'un notaire pour aller faire établir donc l'acte de reconnaissance de paternité. Plusieurs cas pratiques ont été abordés. Le Salon de la Femme entend poursuivre sa sensibilisation sur la qualité des actes d'état civil dans l'intérieur du pays. Dans la localité d'Ovendo, voisine de Libreville, des groupes socioculturels se préparent pour prester lors de la prochaine fête des cultures. Nos reporters Uriel Abaga et Jospin Mobadianga ont rencontré des danseurs de Buiti et de Niémé. Regardez. Danseurs recouverts de poudre blanche, harmonie de tam-tam, rythme traditionnel, pas de danse unique. Nous voici plongés dans l'univers d'un groupe socio-culturel spécialiste de Buiti, de Niembé et d'une variété d'autres danses propres au Gabon. Ces hommes et femmes se préparent pour la fête des cultures imminente. Il y a deux différentes danses. Il y a la danse du Niembé et l'Emibambou qui est la danse des réjouissances après cérémonie. Le Mbambou que vous avez vu danser et le Niembé, c'est aussi une coutume des femmes. Le Niembé, Bouti, Michoko, Disumba, tout ça, c'est la même chose. Les différents Niembé, mais les hommes d'abord et les femmes après. Au sein du groupe, on retrouve des Gabonais de tous les horizons. Toutefois, la porte est ouverte pour toute personne désireuse de connaître ces rites et danses traditionnelles du Gabon. La culture réunit toutes les ethnies. Que tu sois Kota, Pounou, Fan, le Bouti et le Mbambou réunissent tout le monde. Même un blanc peut le faire s'il le veut bien. Pour rappel, la fête des cultures se tiendra du 30 juin au 2 juillet prochain. Une belle occasion de présenter au monde l'importante diversité culturelle du Gabon. En France, cette fois, Vinexpo, le plus grand salon de vin et spiritueux au monde, a ouvert ses portes ce dimanche à Bordeaux avec plus de 45 000 professionnels du secteur venus du monde entier. Pour débuter ces 4 jours de négociations commerciales, le salon a signé un partenariat avec le groupe Alibaba, numéro 1 chinois de vente en ligne. Regardez.
Vinexpo est la plateforme d'achat sur Internet email qui appartient au numéro 1 chinois de la vente en ligne Alibaba, ont signé dimanche un accord de partenariat pour leur promotion à l'ouverture de Vinexpo au Salon mondial de vin et spiritueux à Bordeaux. Ce partenariat permettra de promouvoir Vinexpo auprès des professionnels chinois. C'est une formidable opportunité de donner de la visibilité à Vinexpo sur un marché très important, la Chine, et qui va devenir de plus en plus important. Bon, vous savez que d'une manière générale, la consommation de vin progresse de manière très intéressante dans le monde. Et la Chine est vraiment un marché à très très haut potentiel. La diversité du marché du vin et de l'alcool est très importante dans le monde. Et bien sûr, avec cet accord, nous allons aider les consommateurs chinois à s'intéresser au vin et à apprécier cette culture. Donc oui, cette coopération avec Vinexpo est essentielle. La Chine est aujourd'hui, selon les statistiques de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, le deuxième pays au monde en termes de superficie de vigne avec 847 000 hectares, derrière l'Espagne et devant la France. Elle se range au 5e rang mondial de la consommation de vin, derrière les États-Unis, la France, l'Italie et l'Allemagne, et au 4e rang mondial pour les importations. Un gigantesque feu de forêt a fait 57 morts et 59 blessés samedi dans la région de Leiria, dans le centre du Portugal. Les victimes ayant pour la plupart été piégées par les flammes dans leur voiture, selon un nouveau bilan fourni ce dimanche par le gouvernement. Linda Gaël Magonga pour le récit. Un feu de forêt au Portugal fait une 50aine de morts et de nombreux blessés. Les secours s'activent encore sur les lieux du drame pour le constat et enlever les corps de ceux qui ont été surpris par les flammes sur la route et n'ont pas pu s'échapper. J'ai une collègue qui a perdu sa mère et sa fille, une petite de 4 ans. Ils n'ont pas pu la sortir des flammes. Beaucoup de gens sont morts. De mémoire, on n'a jamais connu ça et on ne peut décrire ce qui s'est passé ici. Les marques de la violence des flammes sont encore visibles, des arbres carbonisés, des maisons abandonnées et d'autres partiellement endommagées par le feu. Le gouvernement, par ma voix, se joint en pensée avec les familles des victimes. Près de 700 pompiers et 220 véhicules étaient toujours mobilisés dimanche matin pour combattre le feu. Selon le Premier ministre, des orages secs ont pu être à l'origine de l'incendie qui a ravagé une vaste étendue de la forêt entourant la commune de Petrogao Grande, laissant un paysage de désolation. 20 ans après leur scolarisation dans cet établissement protestant, les frères Omar Khayyam et Abdullah Mout sont retournés dans cet ancien lycée du sud des Philippines qu'ils ont incendié au nom du djihad. Linda Gaël Maganga nous fait le point. 2 frères, Omar Khayyam et Abdullah Mout, ont incendié un lycée dans le sud de la Philippine au nom du djihad. Pour passer à l'acte, les frères Mout auraient recruté des hommes armés et pris au préalable le contrôle de quartiers entiers du Marawi au nom du groupe État islamique. L'établissement détruit était sous la gestion de l'église protestante, un symbole de la cohabitation pacifique entre des membres de religions différentes. Les frères Mout y ont été scolarisés il y a 20 ans. L'acte a profondément affecté la population du Marawi et selon une camarade de faculté des frères Mout, beaucoup ne supportaient pas leur lecture extrémiste de la religion. Ils se seraient radicalisés lors de leur étude au Proche-Orient et selon Sydney Jones, directrice de l'Institut pour l'analyse politique des conflits basé à Jakarta, c'est à ce moment qu'ils se sont transformés en véritables menaces militaires. Depuis l'insurrection du 23 mai, les parents des Mout ont été arrêtés, les autorités ayant affirmé que leur mère jouait un rôle dans le financement du groupe. Du sport à présent, au Gabon, le championnat WBC méditerranéen qu'abritait la ville de Port-Gentil dans la province de l'Ogooué-Maritime samedi a rendu son verdict. Taylor Mabika, vainqueur au point, est sacré champion de la WBC après 12 rounds de 3 minutes face à son challenger de nationalité roumaine, Alexandre. Avec ce nouveau titre, la panthère gabonaise peut rêver de rester dans l'histoire de la boxe mondiale. Regardez. Le vainqueur de ce championnat WBC lourd léger
Taylor Mabika remporte la ceinture WBC méditerranéenne. La panthère gabonaise, en remportant ce nouveau titre, rentre de facto dans la fédération la plus élevée de la boxe mondiale et peut envisager de pouvoir combattre pour le titre suprême de champion du monde WBC. Derrière une victoire, il y a beaucoup de personnes qui œuvrent dans l'ombre. Je suis parfois déçu de voir que ces gens-là ne sont pas mis en lumière. Et donc voilà, je profite à leur dire tout simplement merci. Et je voulais porter aussi un grand merci à mon adversaire. Voilà, on a fait un très beau combat. Et à l'entrée du jeu, je savais, comme j'ai dit à la conférence de presse, que c'est un adversaire que je respecte et que voilà, il va falloir le prendre avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de prudence. Et moi, je ne vends jamais la peau du loup sans l'avoir tué, donc voilà. Un combat âprement disputé face à un challenger, Alexandre Jure, qui n'a rien voulu lâcher. De fait au point, Lou Romain reconnaît la valeur de son adversaire. Je ne veux pas trouver un excusement que c'est à cause du climat, c'est à cause... Non, c'était son combat, on va venir. C'est une expérience pour moi, je suis content. Non, je ne suis pas déçu, une bonne expérience, je suis optimiste. Le plus difficile commence donc pour Taylor Mabika, qui devra travailler dur pour conserver ce titre. Nous parlons à présent du tournoi inter-arrondissement, toujours au Gabon, dénommé le Clash, a clos le chapitre des huitièmes de finale ce dimanche au stade de l'amitié sino-gabonaise. La dernière rencontre de cette phase a été remportée 2-0 par Racine Football au détriment de Akanda 1. Uriel Abaga, Jospin Bomadianga pour le compte-rendu. 2-0 après prolongation, c'est le score qui a sanctionné le match entre Racine Football, le vainqueur, et Akanda 1 dans le cadre du dernier huitième de finale du tournoi de football inter-arrondissement dénommé le Clash. Une rencontre de belle facture au sortir de laquelle les acteurs ont donné leurs impressions. L'adversaire était au niveau du moment où nous arrivons jusqu'aux prolongations. Donc on va pas cacher que pour les plus jeunes que nous, ils étaient quand même au niveau. Maintenant on a eu... Je ne vais pas dire la chance, mais on a marqué 2 buts à la fin et on a gagné. Comme d'habitude, ce n'est pas la première fois qu'on joue un tournoi. Les deux tournois, ça passe bien, mais ce tournoi-là, on n'a pas pu avoir la chance de passer comme en finale. 2 jours de trêve avant d'attaquer la phase des quarts de finale qui se joueront le 21 juin prochain. À mi-parcours, les organisateurs sont satisfaits du niveau de cette compétition débutée le 31 mai dernier. Mais on a eu du spectacle dans les phases de poule avec à peu près 130 buts qui ont été marqués, une vingtaine de joueurs détectés. Il y en a qui ont été éliminés entre-temps, mais d'autres qui se sont révélés là dans les huitièmes de finale qui ont débuté le 16 juin dernier. Grâce à ce tournoi, plusieurs talents ont déjà pu être détectés. En plus de l'aspect financier, un complexe omnisport sera construit par les organisateurs dans l'arrondissement de l'équipe qui sera couronnée au soir du 1er juillet prochain. Au Sénégal, cette fois, pour sa première saison en première division, Génération Foot s'est assuré le titre de champion du Sénégal avec sa victoire sur le stade de Mbour le 11 juin dernier. Mais pour les joueurs les plus prometteurs, l'avenir ne fait que commencer, comme nous le rapporte Marina Boissa. Les jeunes de l'Académie Génération Foot au Sénégal rêvent de connaître la fortune de leurs prédécesseurs qui s'illustrent sur les terrains de première ligue et dont les noms sont inscrits sur les bâtiments de leur dortoir, tels Diafra Sakho ou encore Sadio Mané. Moi, mes objectifs principaux, c'est de jouer là-bas, jouer au haut niveau. En plus, aider ma famille aussi. Pour sa première saison en première division, Génération Foot s'est assuré le titre de champion du Sénégal avec sa victoire le 11 juin sur le stade de Mbour. Ici, pour les joueurs les plus promoteurs, l'aventure ne fait que commencer et déjà, ils rêvent de leur succès. En ce moment, on est champion et notre devoir, c'est aller plus loin dans un club professionnel en Europe pour montrer notre talent. Créé à Dakar en 2000 par Madi Touré, ancien footballeur professionnel sénégalais en France, l'Académie Génération Foot s'est fixée pour objectif principal d'utiliser le football comme un vecteur à la fois de réussite professionnelle mais également de réintégration sociale pour des jeunes enfants et adolescents de la société sénégalaise d'aujourd'hui.
Devenue partenaire exclusif du FC Metz en 2003, l'Académie Génération Foot œuvre depuis à l'accomplissement de ses ambitions, tout autant sportives que sociales. Plus d'une trentaine de jeunes joueurs formés à Génération Foot a ainsi intégré le football professionnel européen ou asiatique, tandis qu'une cinquantaine de jeunes adolescents retrouvent chaque année les fondements d'une vie scolaire et sociale, structurée grâce à l'action de l'Académie. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. L'information continue sur Gabon 24.